Bonjour, merci d'être présent. On va vous présenter la prévention du mal-être dans le secteur agricole. On va vous présenter deux dispositifs en fait. Il en existe plusieurs autres, mais bon, on a fait un focus sur le réseau de Sentinelle, la prévention du mal-être et la prévention du risque suicidaire, et les actions d'accompagnement collectif, des actions collectives, les ateliers de la recharge mentale que mes deux collègues présenteront. Honneur aux dames. Merci. Donc Emmanuel Genepin, je suis responsable du service prévention des risques professionnels à la MSA des Charentes. Lionel Chu, je suis responsable des travailleurs sociaux de la MSA des Charentes et aussi en charge de la cellule de prévention du risque suicidaire. Donc juste pour vous faire un focus sur ce qu'est la MSA. Donc la MSA, c'est un régime de protection sociale pour les agriculteurs, pour le monde agricole, avec la particularité d'avoir un guichet unique. Donc c'est-à-dire qu'au sein de notre entreprise, il y a tous les domaines, ce qui n'est pas le cas pour le régime général, puisque vous avez la CAF, vous avez la CPAM, qui sont à des endroits différents. Nous, quand les actifs agricoles et tous les adhérents agricoles viennent, ils ont tout au même endroit, c'est-à-dire la santé, la famille, la retraite et les accidents du travail. Bien sûr, il y a les cotisations, puisque tout ce qui sort en prestation revient, rentre par les cotisations. Et nous sommes en bas où vous avez les services, différents services qui gravitent et qui accompagnent le monde agricole, c'est-à-dire l'action sanitaire et sociale, donc, où Lionel est responsable, le contrôle médical avec des médecins du contrôle médical, la médecine préventive et moi le service auquel j'appartiens et mon collègue qui est ici présent, donc le service santé-sécurité au travail. Donc vous retrouvez ces domaines-là, mais vraiment de façon séparée au régime général. Donc nous, c'est pour ça qu'on travaille ensemble et on mène des actions ensemble de façon plus globale en fait auprès des adhérents agricoles. C'est ça aussi l'intérêt des actions que l'on mène. Alors la population suivie, on vous a mis ces éléments-là pour les Charentes parce que c'est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que 95% de nos entreprises en Charente, donc Charente-Maritime, ont moins de 10 salariés. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas se lancer dans des démarches de prévention des risques psychosociaux comme on peut le connaître, ou vous pouvez le connaître. Mais on rentre différemment et malheureusement ces entreprises-là nous sollicitent, parce qu'on ne peut pas les voir toutes, elles nous sollicitent quand elles ont un problème dans l'entreprise, quand le chef d'entreprise n'est pas bien ou qu'il y a des difficultés dans l'entreprise. Donc on mène des actions différemment. Donc on a une majorité aussi au niveau des exploitants d'exploitants seuls. Il y a environ 10 500 exploitations où les personnes sont seules, sont le seul paysan, paysanne. C'est pour ça que vraiment notre priorité en Charente, c'est les très petites entreprises. On a vraiment un axe important. Vous voyez qu'on a seulement 0,6% des entreprises qui sont les grandes, c'est-à-dire avec un CSE, avec toute une structuration où là on engage des démarches différentes de tout ce qui est QVCT, vraiment des démarches de prévention du mal-être. Alors qu'est-ce que le mal-être agricole ? Donc bien sûr, on le retrouve je dirais dans le régime, dans le régime général, c'est un état physique et ou mental dégradé, issus de difficultés multifactorielles. Donc on a des difficultés professionnelles, on a des difficultés personnelles, économiques et puis sociétales pour ce que l'on identifie. C'est vraiment une accumulation de difficultés. Alors les spécificités du monde agricole. Donc les contextes de crise. Donc le climat, notamment, si on prend sur l'année écoulée, pour les céréaliers, dans les Charentes, en tout cas, ça a été très compliqué parce qu'au printemps, les inondations ont fait qu'ils n'ont pas pu semer.
La sécheresse derrière a fait que les rendements sont faibles. Il y a le contexte géopolitique. Vous avez peut-être entendu parler de la crise viticole dans le Cognac. 93% de la production part à l'export. Donc effectivement, quand il y a des grands importateurs qui ferment les robinets, ça devient très compliqué. Voilà, les crises sanitaires aussi, notamment les cas de tuberculose bovine qui font que les éleveurs, à un moment donné, sont dans l'obligation de faire un abattage total du troupeau. On a aussi des transformations rapides du monde agricole. Si on prend avant les années 1960, on parlait de paysans. Donc c'était des agriculteurs qui souvent travaillaient dans des villages ensemble, avec les personnes du village. Après les années 60, on parle d'agriculteurs. Donc il y a eu, vous savez, après-guerre, toute la période de mécanisation. Les gens, c'était un peu les 30 glorieuses. Les gens ont été plus à l'aise financièrement. Donc voilà, les gens se sont individualisés. Et là, depuis les années 2000, là, on est vraiment dans l'ère de ce sont des gestionnaires, on est dans l'ère de la connexion. Donc on va, nous, régulièrement dans des visites et on voit, voilà, les gens ont leur téléphone et ça vibre en permanence. C'est les cours du blé, c'est une alerte de la coopérative. Donc c'est des gens qui sont hyper connectés, donc il n'y a pas de moment d'arrêt du cerveau, je dirais. Donc il y a toujours des sollicitations et c'est le week-end aussi. Donc on voit qu'il y a une perméation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça ne s'arrête jamais. Donc qui crée une charge mentale importante. Un paysan, c'est son propre ouvrier, il est chef d'entreprise et des fois il est aussi un peu commercial. Donc ça fait beaucoup de casquettes aussi à porter. Effectivement, les évolutions sociétales, vous voyez, du fait aussi de changements climatiques, des attentes des consommateurs également. La représentation négative du métier, on voit aussi l'agribashing dont vous avez entendu parler. Donc pour eux, ils ont du mal à comprendre qu'ils soient rejetés quelque part, qu'ils ont une mauvaise image. Donc ça, c'est au niveau charge mentale, c'est important. Et puis les contraintes et les charges administratives, qui pèsent énormément. Et eux, leur travail, c'est le travail de la terre. Et là, ils voient que tout ce qui est charge administrative, ça prend de plus en plus sur leur activité au quotidien. Et malheureusement, c'est des activités qu'ils font le soir en rentrant, donc souvent très tard, le week-end, souvent des activités qui ne sont pas vues. Alors que dans une grande entreprise, il y a un temps pour ça, il y a des personnes qui font cette activité administrative. Et puis il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de corps de contrôle. Il y en a une quinzaine des corps de contrôle. Donc ça rajoute du stress aussi. Il y a le poids des transmissions et de l'héritage familial. Je ne sais pas si vous avez vu le film Au nom de la terre de Bergeon avec Guillaume Canet qui montre très bien comment la relation du père et du fils. Parce que souvent on a aussi des paysans qui vivent avec leurs parents. Et le regard des parents n'est pas toujours forcément positif sur leur travail, parce que c'est bien montré dans le film. Moi, à mon époque, quand ça allait moins bien, je foutais un coup de collier. Sauf que là, les gens, ils ont déjà foutu un coup de collier et ils ne savent plus comment faire. Voilà. Dans la transmission aussi, il y a certaines personnes qui ont repris l'exploitation derrière les parents, et c'était le projet parental, ce n'était pas vraiment leur projet. Ils n'ont pas eu, entre guillemets, vraiment le choix. Et donc, il y a l'isolement. C'est pour ça qu'on vous parlait, il y a beaucoup d'exploitantes et d'exploitants qui travaillent seuls, qui sont même seuls aussi, qui n'ont pas de compagne ou de compagnon. Et ça, cet isolement, il vient renforcer bien sûr le mal-être. En plus, on a parlé de mécanisation, certains ont des gros tracteurs, des choses comme ça. Ils voient le voisin qui travaille aussi, ils se font bonjour de loin, mais ils ne s'arrêtent plus, et ça, ils en témoignent. Auparavant, ils s'arrêtaient, ils tapaient la discute et puis ils repartaient bosser. Là, maintenant, ils essayent d'optimiser à fond le rendement. Donc cet isolement, il est géographique, psychologique et familial. Et ça, on retrouve dans beaucoup de situations. Et peut-être juste pour ajouter, dans le contexte des Charentes, on voit que 27% aujourd'hui des chefs d'exploitation sont des chefs. Donc il y a la charge aussi familiale. Alors les hommes aussi prennent de la charge familiale, mais il y a aussi cette charge-là qui rentre dans l'ensemble de ce qu'il y a à faire dans une journée.
Pour finir, il y a les difficultés économiques. Bon, vous êtes au courant, je pense, un peu des difficultés que rencontre le monde agricole. Voilà. Manque de main-d'œuvre, la pénibilité au travail, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent beaucoup. Hein. Et notamment les éleveurs, eux, c'est tous les jours, toute l'année. Donc le break, c'est difficile. Et plus on est fatigué aussi, plus on est en risque d'accident du travail aussi. Donc ce qui est important de retenir, c'est que c'est multifactoriel. Hein. C'est l'ensemble de ces facteurs qui font que, effectivement, le mal-être dans le monde agricole est important, très important. Et on va voir un peu plus loin, notamment par rapport au risque suicidaire ou au suicide. Donc effectivement, les effets, on va dire un peu entre guillemets classiques du mal-être, baisse de motivation, trouble du sommeil. C'est sûr que quand on est travaillé par le travail ou quand on est travaillé par les difficultés en général, on arrive moins bien à s'endormir, on n'a pas un sommeil qui est réparateur. Dans les témoignages, les gens le disent le matin quand je me lève, je suis crevé. Hein, donc, et plus on est aussi fatigué physiquement, ça alimente la fatigue psychologique. Donc voilà, un mécanisme commence à se mettre en place. Voilà. Il y a les troubles de l'humeur, l'irritabilité, colère ou tristesse, pleurs. Hein, voilà, il y a les personnes, souvent elles se mettent à pleurer en fait. Hein. On voit, nous, en prévention des risques professionnels, souvent les gens, quand on les rencontre, ils n'arrivent plus à s'organiser, en fait. Ils n'arrivent plus à organiser leur travail dans la journée. Donc là aussi, c'est des signes importants. Donc les changements dans le comportement aussi. Voilà, l'isolement, on en a parlé. Hein. Et puis, après... Il y a des signes qui commencent à être plus inquiétants, les préparatifs de départ, c'est-à-dire que j'ai réglé mes affaires, maintenant je sais à qui je vais transmettre, et puis moi je vais pouvoir partir, entre guillemets, parce que j'ai réglé mes affaires. Et puis acquisition d'une arme, d'une corde. Bon, on est sur une population en plus qui a déjà pas mal des armes, parce qu'il y a une bonne part des exploitantes et des exploitants qui sont chasseurs et chasseuses, donc qui ont à disposition une arme. Hein. Puis ensuite, il y a le verbatim, il y a les propos indirects ou directs. Hein, c'est trop difficile pour moi. Là, c'est un peu gradué. Hein. À quoi bon, je suis rien, j'ai tout raté. Puis vous n'entendrez plus parler de moi. Et la seule solution pour moi, c'est mourir. Donc il y a une graduation dans les propos, voilà, qui sont des propos directs ou indirects. On vous a mis juste quelques chiffres, juste pour quand on dit non salarié agricole, c'est un chef d'exploitation. Donc le risque suicidaire, il est de plus 103%. Voilà. Donc c'est vraiment la population la plus à risque en termes de risque suicidaire. Alors on parle des fois d'un suicide tous les 2 jours. Bon, c'est des chiffres qui ne sont pas toujours faciles à vérifier. Mais ça parle néanmoins du sur-risque. Il y a des populations, des filières professionnelles qui sont à risque. Les forces de l'ordre, de par leur métier, sont confrontées à de la violence et elles ont à disposition une arme. Les médecins, les vétérinaires, qui sont aussi sur des professions où ils sont assez isolés et à nouveau, ils auront aussi les moyens létaux de mettre fin à leur jour. Mais dans le monde agricole, c'est encore plus important. D'où les dispositifs que la MSA met en place pour prévenir ce mal-être et prévenir le risque suicidaire. Donc la souffrance, en fait, voilà, quand elle ne fait qu'augmenter parce que rien ne vient la résorber, toutes les solutions qu'on essaye de trouver ne fonctionnent pas, et cette souffrance ne fait qu'augmenter, augmenter, les pensées morbides vont commencer à apparaître, les pensées suicidaires. Et là, on est dans le risque suicidaire. Et ensuite, ce risque, s'il n'est pas résorbé à son tour et que la souffrance ne s'atténue pas, on va arriver à la crise suicidaire. La crise suicidaire, c'est le risque de passage à l'acte. Par contre, le suicide, ce n'est pas une envie de mourir, c'est une envie d'arrêter de souffrir. Ça, c'est important à avoir ça en notion. Les gens ne veulent pas mourir, personne n'a envie de mourir. Les gens ont envie d'arrêter de souffrir. C'est que la souffrance est tellement forte que ça devient intolérable. C'est pas toujours facile de s'imaginer ce que c'est que la souffrance psychique si intense. On peut prendre le parallèle d'un grand brûlé, tout le monde s'est brûlé. C'est des souffrances qui sont très très fortes. Alors si on est un grand brûlé, c'est intolérable. Et la souffrance psychique à un haut degré, c'est la même chose.
Alors, ce n'est pas un choix, hein, le suicide. Hein. Vraiment, c'est au contraire, c'est l'absence de choix. C'est-à-dire que toutes les solutions ont été testées pour faire réduire cette souffrance. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, à un moment donné, voilà, l'unique solution, c'est mettre fin à ces jours. Donc voilà, la crise suicidaire, c'est là où le suicide, ça devient l'unique solution. Et encore une fois, l'unique solution pour mettre fin à sa souffrance. Donc ce qui est important de rappeler, et nous on le fait régulièrement, c'est qu'il y a des solutions, il y a des choses qui existent et qu'on peut faire réduire cette souffrance. Mais pour ça, il faut pouvoir repérer cette souffrance, être formé pour intervenir et aussi recevoir des signalements, donc d'où l'importance d'avoir des réseaux de sentinelles. Donc les ressources au quotidien, alors ça c'est des ressources en général, hein, parce que peut-être que malheureusement vous serez ou vous avez été confronté à des personnes vraiment en risque suicidaire ou en crise. Si la personne part et dit de toute façon ce soir je me flingue, après c'est déclencher les secours. Hein. Donc le 15, le 17, le 18, enfin voilà, c'est l'urgence. Comme on ferait pour des accidentés de la route, on ne se poserait pas la question. Donc là c'est la même chose. Et nous ça nous arrive de le faire. Quand on a des messages comme quoi la personne va mettre fin à ses jours, qu'on n'arrive pas à la joindre, que ça ne répond pas, qu'on a appelé plusieurs fois, on déclenche les secours. Hein. Après, pour le monde agricole, il y a des numéros joignables. Un numéro MSA, le numéro Agri-Écoute, qui sont des numéros 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a le 3114, qui est le numéro national, voilà, qui se retient bien, 3114. Ces deux numéros, soit c'est pour des personnes qui sont en souffrance et qui ont des pensées morbides et qui souhaitent avoir quelqu'un avec qui parler, mais c'est aussi pour les professionnels ou pour l'entourage. Donc pour avoir des conseils, voilà, parce qu'on a des inquiétudes et c'est comment faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est des numéros ressources qui sont beaucoup utilisés par les familles, l'entourage et des collègues de travail par exemple. Et nous, ça nous arrive aussi d'appeler le 3114 pour échanger avec eux, voilà, pour voir qu'est-ce qu'on fait concernant cette situation. On va un peu vite parce qu'on a un quart d'heure de présentation. Donc, pour la MSA des Charentes, donc on a une boîte mail prefsuicide@charentes.msa.fr. Cette boîte mail sert à recevoir les signalements des services internes, puisque vous avez vu, on a la MSA, on a plein de services. Hein. On est URSAF, on est CEPAM, on est CAF, CARSAT, donc, et des partenaires, Chambre d'agriculture, centre de gestion, toutes les personnes qui sont dans le monde agricole et le monde rural. Donc voilà, cette boîte mail permet de recevoir les signalements. Ça, ce sont toutes les ressources un peu locales, donc en Charente-Maritime et en Charente. Je ne veux pas vous faire le détail. Voilà, il y a d'autres partenaires qui interviennent en prévention sur des situations qui ne sont quand même pas, voilà, où il n'y a pas de risque suicidaire, où c'est des situations où les personnes sont en difficulté. Voilà, les exploitantes, les exploitants. Parce que vous avez vu, on a 27% d'exploitantes. Donc ça, c'est les flyers de la Charente-Maritime et de la Charente. Là. Bon. On a, en fait, sur ces affiches, on a vraiment tous les organismes qui ont mis un numéro. C'est plus, qui ont mis un numéro ou une adresse mail suivant la problématique, si elle est financière, si elle est sociale, pour qu'ils puissent être joignables et que la personne en difficulté puisse avoir quelqu'un au bout du fil. Ça, c'est important. Donc, on a tous travaillé ensemble pour sortir tous ces numéros et être d'accord, et on communique largement. Parce qu'en fait, ça permet de... Tous ces organismes sont concernés par la prévention du mal-être agricole. Voilà. On n'est pas les seuls, MSA, à intervenir. Nous, on intervient vraiment sur l'accompagnement social et sur le risque suicidaire, mais on est tous complémentaires. Le site internet de la MSA, qui est aussi où les gens peuvent avoir des informations. À nouveau, des exploitantes et des exploitants, mais aussi des partenaires. Voilà. Ce site est accessible à tout le monde. Donc, je vous parlais effectivement de recevoir des signalements. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir former des gens. Et donc, on fait régulièrement
des actions de formation, donc notamment la formation Sentinelle, qui sert en fait à repérer, à pouvoir reconnaître au travers des propos tenus effectivement que la personne est en souffrance, à notamment aussi poser la question, est-ce que vous avez des pensées morbides, est-ce que vous avez déjà pensé à mettre fin à vos jours, parce que c'est une question qui peut faire peur, mais qui est importante, parce qu'au moins plus la question est claire, plus la réponse l'est. Et ça sert aussi à orienter et à avoir la bonne posture, c'est-à-dire ne pas aller trop loin pour pas soi-même se mettre, être aussi irradié un petit peu par la souffrance de l'autre. Voilà. Donc c'est vraiment repérer, orienter. Voilà. Cette formation, elle se déroule sur une journée. La matinée est consacrée au repérage des indicateurs, la posture, poser la question, etc. L'après-midi, c'est des jeux de rôle. Voilà, c'est des mises en situation. C'est une formation gratuite, donc qui est accessible à tout citoyen. Donc nous, au niveau des sentinelles, alors c'est un peu nous, on forme beaucoup de gens, des acteurs du monde rural et du monde agricole. Hein. Donc il y a les élus MSA, parce qu'à la MSA, on a un conseil d'administration, c'est une mutualité. Les élus ruraux, bien sûr, les salariés de la MSA, les professionnels du monde agricole, les partenaires, les associations telles que Solidarité Paysans. Et on essaye aussi de former des salariés et des exploitants, voilà, qui sont les premiers concernés. Donc voilà, depuis 2022, il y a 228 personnes qui ont été formées Sentinelles. Et puis on fait aussi des actions de sensibilisation, donc voilà, 280 personnes qui ont bénéficié de ces actions de sensibilisation. Qu'on fait plutôt sur une demi-journée, sur des formats de 2 heures, voilà. On s'adapte. Et les entreprises en fait qui interviennent chez les agriculteurs, ça peut être les centres de gestion, ça peut être ceux qui font le contrôle laitier, ils nous demandent en fait ces formations parce qu'ils rencontrent des agriculteurs qui vont pas bien, donc ils ont envie d'être mieux outillés, d'être mieux armés pour être relais en fait. Et c'est eux aussi, dans les coopératives aussi, il y a des commerciaux, il y a des conseillers techniques, dans les organismes professionnels, donc voilà, ils sont demandeurs de cette formation-là. Pour pouvoir avoir les relais, parce que quand on ne connaît pas les relais et qu'on se retrouve face à quelqu'un qui est vraiment en grande souffrance, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc ça, c'est important. On a formé il n'y a pas très longtemps avec Lionel des auditeurs qui vont chez les agriculteurs bio. Voilà, et donc ils avaient envie d'être... ils rencontraient des agriculteurs bio qui étaient... voilà, où c'était difficile, donc on les a formés au repérage et au relais. Je vous présente vite fait le dispositif propre à la MSA des Charentes, qui est la cellule de prévention suicide. Alors, vite fait, tous les travailleurs sociaux qui interviennent auprès des exploitants et exploitantes sont formés à l'évaluation du risque suicidaire. C'est l'évaluation du potentiel suicidaire. Bon, c'est pas très beau, parce que comme potentiel, il y a mieux. Donc, tous les travailleurs sociaux, dans le cadre de leur accompagnement, peuvent effectivement repérer et orienter. Mais ensuite, on a cette cellule qui est là pour traiter les signalements. Donc les signalements qui tombent sur la boîte mail ou pas directement, des fois par téléphone. Donc dans cette cellule, il y a 7 travailleurs sociaux et moi-même. Alors on est 8 pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit disponible pour traiter le signalement. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit un signalement, on va appeler. Voilà. Et on va procéder à une évaluation par téléphone. Et si l'évaluation est positive, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un risque suicidaire, eh ben, on va proposer une orientation vers le réseau de psychologues. Donc on a un réseau de 32 psychologues qui sont conventionnés avec nous sur les 2 départements. Alors 32, c'est pour essayer d'avoir des psychologues un peu sur tous les secteurs. Voilà, pas qu'il y ait trop de distance si les personnes doivent se rendre au cabinet. Ou le psychologue, dans le cadre de la convention, il peut aussi se rendre sur l'exploitation ou au domicile de la personne. Donc quand, à l'issue de l'entretien, si la personne est OK, et quand il y a un risque suicidaire, les gens sont toujours OK. Hein, voilà, à 99,9%, les gens sont OK pour rencontrer un psychologue. C'est nous qui faisons le lien avec le psychologue, et à nouveau, c'est le psychologue qui va appeler la personne. Voilà, et qui l'appelle sous 24 heures. Donc généralement, ça se fait dans la journée, en fait. Hein. Et il va voir avec elle l'organisation, le rendez-vous, quand est-ce qu'il le case. Mais voilà, déjà, le fait que nous, on appelle,
Ça fait réduire la souffrance, hein, c'est-à-dire c'est un peu la cocotte minute. Hein, voilà, il y a de la vapeur qui s'échappe, ça fait descendre émotionnellement un peu. Le fait que le psychologue derrière appelle, effectivement, ça refait encore descendre un peu. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui va pouvoir s'entamer. Bien sûr que là, on est sur des personnes qui sont en risque suicidaire. S'il y a vraiment une crise et risque, on va faire un accompagnement à l'hospitalisation où on va déclencher les secours. Hein. Donc nous, au niveau de l'action sanitaire et sociale, on prend en charge 12 séances pour permettre de résorber la crise, parce qu'il peut y avoir un risque à plus ou moins long terme. S'il y a vraiment un risque immédiat, hein, je vous dis à nouveau, c'est les secours. Et donc il y a ce réseau de sentinelles, sensibilisés ou formés. Hein. On a mis sensibilisés parce que tout le monde n'a pas fait la formation de la journée, mais il y a beaucoup de gens qui ont été sensibilisés, hein, un peu plus de 500. Et donc qui sont là effectivement pour être soucieux de l'autre en fait, hein, et surtout ne pas rester seul avec la situation et savoir vers qui orienter. On vous a mis quelques chiffres parce que ça parle un petit peu du mal-être dans le monde agricole. Donc là en 2025, depuis le début de l'année, il y a 65 personnes qui ont été prises en charge. Au total, ça fait 701 personnes depuis que le dispositif est en place fin 2016. Vous voyez un peu sur le graphique que ça n'a fait qu'augmenter. Puis là, les chiffres sont à peu près les mêmes depuis quelques années. Dans l'analyse, on pense que effectivement, plus le réseau, en fait, plus les dispositifs sont connus, plus on a d'orientation. C'est pas nécessairement que le risque est plus élevé ces dernières années, mais il y a plus de personnes qui ont été repérées et plus de personnes qui ont donc pu accéder à cette prise en charge. Voilà. Auparavant, je travaillais dans l'hébergement et notamment sur les dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes. Quand on a pu avoir des logements, faire de l'accueil avec ou sans hébergement, on a reçu de plus en plus de femmes victimes de violences conjugales. Et ce n'est pas parce qu'il y en avait plus, c'est parce qu'il existait des réponses, un réseau, et donc là, on estime que c'est à peu près la même chose. Après, il va y avoir un sur-risque avec la crise viticole. Voilà. Donc, typologie des bénéficiaires, vous voyez, 65% d'hommes, 70% de prise en charge concerne des exploitants, donc c'est la majorité. Alors 65% d'hommes, ça veut dire quand même 35% de femmes. Vous voyez, donc il y a une surreprésentation dans les prises en charge. La filière élevage est la plus impactée, à nouveau parce que l'élevage, c'est tous les jours, toute l'année. Et il y a des gens qui ne breakent absolument pas. Et puis en plus, quand effectivement ça ne fonctionne pas fort, parce que les cours de lait, ça n'arrête pas de fluctuer, de baisser, qu'on est en difficulté économique, qu'on va encore travailler plus et donc on va encore se fatiguer plus pour vérifier que ça ne fonctionne pas mieux au niveau de l'estime de soi, ça descend et la fatigue et la souffrance ne font qu'augmenter. Et puis les gens travaillent souvent seuls et puis c'est contraignant l'élevage, donc voilà, et quand il n'y a pas de temps de break, ça devient très très difficile. Et donc 45% des personnes sont seules, hein, ou vivent avec leurs parents ou séparés. Et 70% des personnes ont plus de 40 ans parce que ça parle aussi de cette souffrance qui est installée et qui ne fait qu'augmenter, qui ne s'est jamais résorbée. Et à un moment donné, ça devient insupportable. On sait aussi que vers 40-45 ans, il y a beaucoup de séparations en fait, dans le monde agricole, dans le monde paysan. Voilà. Je reprends à nouveau l'exemple de l'élevage. Quand il n'y a pas quand on est en couple et qu'il n'y a pas de break, de temps de plaisir, de vacances, et que c'est que les difficultés qui sont présentes avec quelqu'un, la personne qui ne va pas bien, qui n'arrive pas à le verbaliser, et effectivement, au bout d'un moment, on n'a plus envie de cette vie-là. Donc il y a ces séparations qui sont importantes à partir de 45 ans. Donc en cumulant un peu les stats, les plus à risque, c'est les exploitants agricoles dans la filière élevage, effectivement s'ils sont seuls ou séparés, et âgés de plus de 40 ans. Juste pour finir, sur les 701 personnes qui ont été prises en charge, aucune ne s'est suicidée. Voilà. Donc ça veut dire que quand on peut repérer et intervenir,
et qu'il y a tout un dispositif derrière, hein, des travailleurs sociaux, enfin des sentinelles, travailleurs sociaux, psychologues, services spécialisés, CMP, des choses comme ça, hôpital, eh ben, le risque ou la crise est résorbé. Et ça, c'est quand même important, c'est quand même de l'espoir pour les gens. Voilà. Donc là, je vous ai parlé voilà, de l'intervention individuelle, de l'accompagnement individuel, mais on fait aussi de l'accompagnement collectif, c'est-à-dire des actions collectives que vont vous présenter mes deux collègues, à qui je passe la parole maintenant, à moins que vous ayez des questions, on verra les questions peut-être après. Peut-être juste avant de terminer, c'est vrai qu'en action, le lien que l'on a avec les travailleurs sociaux, c'est que au-delà de cette prise en charge par des psychologues et du service social, c'est que nous aussi on accompagne sur les conditions de travail, justement les conditions de réalisation du travail. C'est là où on intervient en prévention des risques professionnels, hein, où on fait le lien. Donc voilà, donc on intervient nous aussi sur de l'individuel, parce que derrière un chef d'exploitation, il peut aussi y avoir des salariés pour certaines structures, avec 1 ou 2 salariés, un stagiaire, un apprenti. Donc eux aussi ne sont pas très bien quand le chef d'exploitation n'est pas bien. Donc voilà. Le bilan, c'est ce que je vous disais. Voilà, sur toutes ces personnes, aucune n'est passée à l'acte. Toutes ne se seraient pas suicidées, mais un nombre non négligeable. Si on prend même 10%, vous voyez, ça fait 70 personnes quand même. Ça veut dire aussi 1 à 2 personnes par semaine, hein, prise en charge. Hein. Donc ça parle quand même du mal-être agricole. Hein. Donc voilà, dès qu'un signalement, voilà, dès que c'est repéré et qu'il y a une intervention qui est possible, bah, effectivement, ça permet de résorber le risque. Voilà. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous on va prendre la suite avec une action collective qu'on a développée avec le service social de la MSA des Charentes et le service de prévention des risques. Mais avant tout, on va se présenter. Donc moi, je suis Pierre-Emmanuel Masson, conseiller en prévention à la MSA des Charentes. Et notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises sur toutes les questions de prévention qui vont se poser, questions de sécurité. Donc ça passe par de l'accompagnement des structures, ça passe par de l'information, de la formation, des diagnostics, sécurité, ce genre de choses. Charlotte. Bonjour, donc Charlotte Yehi-Chouchen, travailleuse sociale au sein de la MSA des Charentes. Mes missions sont les suivantes: l'accompagnement global des agriculteurs qui se retrouvent en difficulté, quelle qu'elle soit, économique, sociale, professionnelle, de santé. Voilà, c'est vraiment de l'accompagnement global. On intervient également on fait de l'accompagnement auprès des salariés en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, donc dans le cadre du maintien en emploi. Nous intervenons également dans le cadre de la prévention du risque suicidaire. Donc, comme pouvait le dire mon responsable, nous sommes tous formés. Et puis, nous développons et animons des actions collectives. Donc l'action collective, les ateliers de la recharge mentale qu'on a mis en place sur la MSA des Charentes est née d'une problématique commune qui a été développée d'ailleurs sur la présentation d'avant, mais des exploitants agricoles et conjoints collaborateurs que nous on rencontre sur le terrain et qui vont présenter tous les signes qui ont été évoqués ou du moins qui sont soumis au contexte agricole qu'on connaît aujourd'hui. Ils se sentent souvent seuls face à ces problématiques et ça vient mélanger 2 aspects, l'aspect professionnel et l'aspect personnel, famille, etc. Donc ça, c'est plus le volet des assistantes sociales et nous, on est plus sur le volet professionnel par le travail. Et donc la volonté, ça a été de travailler ensemble, donc service prévention des risques professionnels et service assistante sociale, pour prendre l'ensemble de ces sujets et de les traiter ensemble. Donc les objectifs effectivement des ateliers, c'était bien de créer une dynamique de territoire entre agriculteurs dans un cercle d'échange bienveillant, rendre les participants acteurs du projet en co-construisant les actions. C'était l'idée de créer un groupe en fait, d'exploitants pour évoquer les sujets de prévention en santé, sécurité et travail.
et travailler la notion de prendre du temps. Voilà. L'idée, c'était vraiment d'identifier les ressources pour pouvoir alors déjà identifier ce qui fait charge dans un quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel, puisqu'effectivement, ce qui est spécifique à la production, c'est que tout est imbriqué. Voilà. Donc on ne pouvait pas juste travailler sur un aspect, mais bien sur une globalité. Et du coup, comment on fait pour se recharger, voilà, en tant qu'exploitant? Donc le projet Les Ateliers, donc ça a été de créer un groupe de 8-12 exploitants ou exploitantes en polyculture, élevage, céréalier, peu importe la filière, viticulture, qui peuvent, eux, ressentir, selon eux, cette charge mentale actuellement. Grâce à la construction de l'action par le service santé sécurité au travail et le service des assistantes sociales en Charente, avec un concept autour de la métaphore de la batterie, donc une batterie qui peut se décharger ou se recharger, un peu comme leur charge mentale dans leur quotidien professionnel ou personnel. Et donc un format, donc 4 ateliers répartis sur 1 an, donc à peu près un par trimestre, pardon. Et un autre de cohésion un autre atelier de cohésion pour favoriser celle-ci, et un dernier bilan pour faire le point sur les ateliers. Les spécificités qui étaient en tout cas importantes aussi dans la conception de l'action, c'était bien de trouver un lieu central pour être au plus près des exploitants, donc en étant sur leur propre territoire, de s'appuyer sur leurs attentes et aussi sur leurs besoins. C'était effectivement de pouvoir partir de leurs propres difficultés en direct, de pouvoir proposer des aides au remplacement sur les temps de journée de formation, donc remplacement que l'on finançait pour qu'ils puissent se dégager du temps et venir lors des ateliers. Bien évidemment, le repas partagé ensemble, pris en charge. Et effectivement, les ateliers étaient toujours composés d'une matinée avec un temps de travail, donc le temps de repas, et ensuite l'après-midi, c'était la découverte d'activités de ressourcement. Donc on fait appel à des intervenants locaux. Donc ça pouvait être sophrologie, réflexologie, yoga. L'idée, c'était vraiment de pouvoir leur permettre cette découverte, mais surtout qu'ils puissent aussi le réaliser eux-mêmes après de façon individuelle quand ils étaient de retour chez eux. Et donc les ateliers, donc il y en a eu un nombre de 4. Le premier, donc, qui a été sur la première matinée, un travail de réflexion autour de batteries qui était au nombre de 3, professionnelles, sociales et familiales. Et c'est là où on a pu déterminer avec eux leurs attentes, leurs besoins et toutes les contraintes qu'ils pouvaient exprimer dans leur quotidien. Sur ces 3 batteries, c'est là où on a pu définir les axes de travail pour les ateliers suivants. Donc de ça, on a découlé notamment la gestion des émotions, qui était une demande de leur part, gérer leurs émotions dans leur quotidien. Également, déjà définir plus précisément la charge mentale et qu'est-ce qu'ils pouvaient y faire pour essayer d'y remédier, et travailler l'organisation du travail. Donc là, on est accompagné par une psychologue du travail, notamment sur la gestion des émotions et l'organisation du travail. Et c'est sur les après-midi de ces journées-là, comme l'a dit ma collègue, il y avait des intervenants donc plus sur des activités de ressourcement. Donc il y a pu avoir réflexologie, sophrologie, et j'en oublie probablement. Réflexologie, ouais. Donc pour terminer tout ça, il y avait un bilan avec eux pour essayer de répondre à l'objectif initial qui était de définir leurs besoins, donc un bilan pour définir leurs ressources, essayer de répondre à leurs besoins. Et une fois ça, on a pu leur proposer de leur remettre des livrets, que je vais vous en présenter un rapidement. L'idée des ressources, c'était toujours bien de pouvoir trouver des ressources qui étaient sur le territoire. L'idée, elle partait toujours effectivement de créer de l'échange entre eux, parce qu'effectivement, ce qui fait ressource pour un peut faire ressource pour un autre, et qu'effectivement, certains peuvent aussi méconnaître certaines ressources du territoire. Donc c'était bien ça l'idée. Voilà. Et c'était ce qui faisait ressource aussi en MSA. Voilà. Qu'est-ce que propose la MSA pour ses chefs d'exploitation? Et donc voilà, globalement, le livret il reprend l'ensemble des ateliers qui ont pu être faits. Et à chaque fois, en fait, ils avaient à chaque fois qu'ils venaient en atelier, ils avaient une batterie du jour qui était où ils se positionnaient, où ils se trouvaient et pourquoi ils se trouvaient soit plutôt négatifs, soit plutôt positifs.
Donc là, par exemple, ça c'est le travail qui a été fait le premier jour sur tout ce qui pouvait être, selon eux, ressources ou décharge de leur batterie, en fonction des 3 batteries familiales, professionnelles et sociales. Et globalement, dans ce livret, on va aussi retrouver les activités de ressourcement qu'ils ont fait et tous les contacts qu'ils ont eus sur l'année, donc que ce soit avec nous ou les partenaires qui sont venus. Voilà. Et pour finir, on va vous mettre une vidéo de témoignage qu'on a réalisé avec les agriculteurs. Il y a toujours quelque chose qui nous pollue l'esprit parce qu'il faut tout faire en même temps. On ne sait pas ce qu'on va devenir demain. C'est un stress permanent, une fatigue latente. L'aspect trésorerie, c'est compliqué. Enfin... On nous demande beaucoup, mais on ne maîtrise pas tout. C'est une accumulation de petits détails qu'on finit par ne plus pouvoir du tout supporter. La genèse du projet des ateliers de la recharge mentale, à part d'un constat des agriculteurs sur le terrain qui nous font part d'un certain mal-être. Ces ateliers ils permettent l'expression et le partage en fait, de difficultés communes entre agriculteurs. Il y a eu tant d'intervenants sur le volet gestion et organisation de travail, mais également sur la gestion des émotions. La batterie des ressources, c'était tout ce qui peut les décharger, mais aussi les recharger. Sur un même territoire, mais aussi en soi, c'est-à-dire en tant qu'agriculteur, on a nos propres ressources. En les partageant, peut-être qu'une ressource pour tel agriculteur pouvait en être une pour un autre. De discuter avec des gens qu'on connaît ou pas, d'ailleurs. Et puis de voir qu'on n'est pas les seuls dans cette galère, quoi. Ce qui nous fait du bien, c'est de voir d'autres agriculteurs. Là, le tour de table, je pense que tout le monde a adoré ça, parce qu'on s'est sentis tous compris, entendus par des gens qui vivaient la même chose que nous. Chaque séance nous donne des outils qui vont nous permettre d'évoluer au quotidien. Ça m'apporte beaucoup, déléguer mieux les tâches, intégrer du temps personnel aussi dans mon emploi du temps pour moins s'essouffler. On a découvert des activités autres et qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on n'aurait jamais osé faire. Ça nous a apporté le lâcher-prise. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, quoi. J'ai découvert que la MSA pouvait aussi être là pour nous. On avait des ateliers, alors ça pouvait être la sophrologie, la découverte d'évaluation pour le sport, savoir est-ce qu'on est finalement dans la condition physique de faire notre job. Des solutions pour pouvoir passer moins de temps sur certaines choses et plus de temps sur d'autres. Ça apporte du bien-être et de l'envie de faire avancer les choses. On avait des exercices sur les batteries, savoir où était notre charge mentale, des méthodes pour lâcher prise. Relaxer, il y avait une session de yoga. On s'entendait tous très bien et on était tous contents de se revoir. On a besoin de faire un pas de côté et de prendre du recul sur son activité. On savait que cette journée-là, eh ben, on allait plus penser à notre exploitation, à nos soucis. Et on savait qu'on allait passer une super journée. Ça m'a donné quand même des bonnes pistes et quoi qu'il en soit, je suis repartie à chaque fois des ateliers reboostés. Donc voilà quelques témoignages de l'action, en tout cas que l'on a menée l'année dernière et donc qui se poursuit aujourd'hui puisque les ateliers se sont déployés sur le territoire. En tout cas, voilà, comme vous pouvez le constater, voilà, ce sont des moments précieux de répit où finalement voilà, les agriculteurs ont réussi à prendre un peu de temps pour eux et à utiliser voilà, ces moments pour prendre un peu de distance, réfléchir voilà, sur les difficultés et problématiques voilà, qu'ils rencontrent. Merci en tout cas pour votre participation.